La loi sur les langues officielles, ou la LLO, c'est quoi? Bienvenue à Sur le bout de la langue. À voir comment lentement les choses avancent dans cette chambre, je dirais humblement que nous sommes à minuit moins une. Sur le bout de la langue est un balado où on discute de langues officielles au Nouveau-Brunswick. Qu'il soit résolu que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à créer un comité permanent sur les langues officielles. Une révision de la LLO a été entamée par le gouvernement Higgs et doit être complétée avant la fin de l'année. La loi 88 incarne l'importance de l'égalité réelle entre les deux communautés linguistiques de la langue officielle. Je suis Pierre Duguay-Boudreau et cette semaine, on se demande quel lien existe-t-il entre le lobbying et les langues officielles. Pour nous aider avec ça, on s'entretient avec Alexandre Cédric Doucette, ancien président de la Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton et actuel président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Plusieurs gens connaissent la SNB, mais encore plus la connaissent de nom, sans réellement savoir quel est son objectif, qu'est-ce que c'est ses buts, qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer c'est quoi la SNB? Ben, écoute, la SNB est une institution acadienne qui a été fondée en 1973, qui est reconnue par les paliers gouvernementaux, fédéral et provincial, et même municipal, comme le porte-parole politique des Acadiennes, des Acadiens, ainsi que des francophones. Donc, tout au niveau de la représentation politique, c'est la SNB qui fait ce rôle-là depuis 1973. Et plusieurs décrivent la SNB comme un organisme de lobbying. C'est quoi du lobbying? Est-ce que tu te considères toi-même comme un lobbyiste? Effectivement, je suis inscrit dans le registre des lobbyistes au Nouveau-Brunswick, par exemple. Donc oui, c'est ce qu'on fait le plus possible. Quand on fait de la représentation politique, c'est exactement ce qu'on fait. On va voir le gouvernement avec la documentation, on leur présente les documents. Et on travaille avec eux. Si on voit que ça arrête après un bout, on va voir les partis d'opposition, les fonctionnaires, les sous-ministres, les staffers des ministres. Et il y a aussi au niveau fédéral, donc le fédéral avec les provinces, des dynamiques des fois qu'on essaie de jouer un contre l'autre ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le big picture, comme qu'on pourrait dire, du lobbying là, que la SNB fait. Ça ressemble à quoi, ces discussions-là? Est-ce que c'est genre un pitch? Vous arrivez là, vous avez une idée, vous la présentez. C'est plutôt une discussion à deux sens avec ces gens-là. Ça ressemble à quoi, les discussions de lobbying? Ben, je pense que pour donner un exemple, puis pour illustrer un exemple aux auditrices et aux auditeurs, c'est, par exemple, par rapport à la révision de la loi sur les langues officielles. Mm-hmm. On va préparer un mémoire dans les prochaines semaines, mais les prochains mois. Et ce mémoire-là, on va le mettre en quelques piliers, qui après ça, c'est beaucoup plus facile de vulgariser cette information-là dans une rencontre. Donc, nous autres, on va arriver à des rencontres, on va probablement rencontrer les diverses caucus des différents partis, puis on va leur faire une présentation de qu'est-ce que c'est, on va répondre à leurs questions, puis après les rencontres, ben, on fait toujours des suivis en leur renvoyant une lettre pour dire « Regarde, voici ce qui est le résumé de la rencontre, de comment est-ce qu'on a interprété aussi les propos qui ont été dits dans la réunion. » Comme ça, eux autres aussi, ils comparent leurs notes. « OK, ben nous autres, on a des points où on a compris la même chose. » Puis après ça, ben, on s'assure 2-3 semaines après « Regarde, vous avez-tu pensé à mettre en œuvre ce qu'on a dit dans la rencontre? » Puis on travaille de cette façon-là. Effectivement, quand tu arrives dans une rencontre, ben, c'est être très clair. Premièrement, être concis, préparé. Mm-hmm. Nous autres, on a toujours au moins 2 personnes, dont la présidence et la direction générale. Nous autres, le concept qu'on avance, c'est que les élus font affaire avec les élus et les employés font affaire avec les employés. Donc moi, je travaille seulement avec les élus, donc les ministres, les députés. Et la direction générale travaille avec les fonctionnaires, donc les chefs de cabinet, les aviseurs politiques, les sous-ministres, etc. Donc, quand on arrive à la rencontre, c'est de élu à élu. Et des fois, ben, la direction générale va venir complémenter le truc. Puis on a toujours un preneur de notes parce que c'est important pour la mémoire institutionnelle de l'organisme d'avoir un répertoire à l'interne que dans 10 ans, on va pouvoir, ben finalement, 10 ans passés, on a rencontré le ministre de la gouvernance locale, M. Daniel Alain, puis c'est ça qui s'est dit pendant la rencontre, puis tel dossier n'a pas avancé pour X, Y raison. T'sais. Donc, ça, c'est le lobbying que la SNB fait de manière très générale. Puis, le lobbying, c'est une de
plusieurs méthodes pour avancer les choses, pour changer les choses au niveau politique. Est-ce que le lobbying fonctionne? Est-ce que ça marche? Et quels sont des exemples de progrès au courant des dernières années, peut-être, qui ont été amenés de l'avant grâce au lobbying? C'est une excellente question. C'est un peu difficile de répondre sur le tas avec des exemples concrets. Pour des gens qui font du lobbying quotidiennement, c'est certains qui vont dire que ça fonctionne parce qu'ils voient progresser les choses sous leurs yeux. Mais souvent, à l'œil du public, le public ne voit pas vraiment ça. T'sais, ils vont voir, ils font 150 rencontres par année, puis vraiment, ça avance pas, mais puis nous autres, on rencontre, puis on sait qu'il y a des progrès. Fait que, il y a toujours une question le lobbying est toujours une question de perception. Puis le meilleur exemple que je pourrais peut-être donner avec la SNB, c'est par rapport à toute la question du lac Meech en 87. Sans faire un cours de constitutionnalisme, le lac Meech, mais on sait que les premières discussions, ça s'était très bien passé, et finalement, ça a complètement foiré. Puis Maître Michel Doucette dit toujours que la seule chose qui est restée du lac Meech, c'est l'article 16.1 de la Charte. Puis l'article 16.1 de la Charte, ça vient, sans donner un cours d'histoire en détail, mais c'est à la CONA, qui est la Convention acadienne, en 1979 à Edmundston, où plus de 1000 personnes avaient voté pour la création d'une province acadienne. Et dans ce temps-là, il y avait M. Jean-Maurice Simard qui était dans la salle et qui, pas qu'il s'est dit surpris, mais il avait vu qu'il y avait un mouvement nationaliste qui se construisait chez les Acadiens. Et évidemment, quand tu es un député d'une institution politique au Nouveau-Brunswick ou dans un État, mais tu as toujours peur de ce mouvement nationaliste-là. Donc, lui, il est allé faire voter la loi 88, qui est la loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques officielles. Fait que, ça, c'est en 79. On se transporte en 87. Lac Meech foire complètement. Quelques années après, le gouvernement Frank McKenna, avec la SNB, avec énormément de lobbying avec le gouvernement québécois, réussit à faire enchasser cette loi-là dans la Charte canadienne des droits et libertés, qui est l'article 16.1, qui donne le droit à des institutions distinctes pour les deux communautés linguistiques officielles. Donc ça, c'est un exemple de lobbying massif qui s'est passé. Évidemment, c'est pas juste la SNB qui s'est occupée de ce dossier-là. Il y avait plusieurs partenaires importants. Puis il y avait plusieurs personnalités importantes aussi. Mais ça, c'est pour te donner un exemple comment est-ce que le lobbying peut fonctionner. Puis souvent, on n'est pas au courant de ce qui se passe en coulisses. Puis des fois, c'est mieux de même. Parce que la seconde où c'est connu publiquement, qu'il y a du lobbying qui se fait, que tu parles à telle partie, mais tu sais, c'est... Il peut y avoir des gens qui vont se fâcher. Ben oui, exactement. On peut parler de la situation de la SNB avec le Bloc québécois dernièrement, qui s'est passé dans les dernières semaines. C'est un peu la même chose. Mais c'est des choses qui arrivent. Puis, mais le lobbying, la plupart du temps, le moins que les gens sachent, le mieux que c'est. Puis les résultats, des fois, ça sort au compte-gouttes. Des fois, t'es chanceux, puis ça donne un gros résultat très rapidement. Donc, ça dépend. Puis maintenant, on comprend un peu plus le lobbying, on comprend l'impact que ça a, on comprend un peu plus sa place au niveau du jeu politique. Parlons un peu de tes expériences. Tu as fait partie de 2 organismes de lobbying, c'est-à-dire la FECUM et la SNB. Nous sommes dans une province bilingue. Est-ce qu'il y a des défis additionnels qui accompagnent le lobbying, vu que nous sommes dans une province bilingue? Oui et non, là. Le lobbying, dans les 2 organismes où j'ai siégé, à la FECUM puis à la SNB, puis je siège encore, évidemment, on n'a jamais eu de difficulté à rencontrer les députés ou les ministres. On a toujours eu une accessibilité assez, pas illimitée, là, mais on n'a pas eu de difficulté à avoir des rencontres. Mais au niveau du bilinguisme, c'est certain qu'il y a des tensions. C'est certain qu'il y a certains députés qui voient la SNB comme un peu le bad guy, la gang qui veut diviser puis créer des tensions linguistiques dans la province. Mais vraiment, c'est le manque de volonté politique d'agir sur la question linguistique qui crée ça au niveau de la province. J'ai toujours dit que les élus avaient un rôle d'éducateur envers leur population de leur circonscription. Puis c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les dernières années, puis ça a une répercussion sociale majeure dans la seule province bilingue. Donc,
au niveau de la SNB, puis la FEQ, on n'a jamais eu de difficulté avec ça, mais c'est certain qu'il y a une perception que la SNB, surtout pas la FEQ, nullement la FEQ, mais la SNB est vue comme une institution qui veut juste créer de la tension linguistique, mais c'est une perception qui est totalement fausse. Puis, est-ce que le fait d'être une minorité linguistique rend la tâche plus difficile ou, au contraire, ça donne un plus gros poids? Au Nouveau-Brunswick, il y a un certain poids parce que on est quand même 33% de la population. Mm-hmm. Donc, c'est quand même significatif. Puis, il y a des endroits dans la province, comme dans le Nord, où on est très majoritaire. Donc, il n'y a pas de difficulté d'assimilation. Mais tu sais, quand je me compare avec certains de mes collègues dans d'autres provinces, comme en Alberta ou en Colombie-Britannique, là, c'est un peu plus difficile parce que les institutions, il y en a beaucoup moins. Fait que, tu sais, au niveau de l'épanouissement et du développement des communautés, c'est un peu plus difficile. Mais justement, dans ces provinces-là qui ne sont pas bilingues, le lobbying pour les droits francophones, en quoi c'est différent qu'ici? Je ne sais pas si tu as eu la chance de discuter avec des homologues de d'autres provinces pour vous constater un peu les différences. Bien, malheureusement, ma réponse va être très limitée parce qu'avec la COVID, ça fait en sorte que j'ai pas pu rencontrer physiquement mes collègues. On s'est juste rencontrés présentiel. Fait que la comparaison des notes se fait plus difficilement, devrais-je dire. Fait que c'est un peu plus... Je pourrais extrapoler un peu comment est-ce que ça se passe, mais ça serait peut-être intéressant d'avoir une émission dans les prochaines semaines avec certains de mes collègues qui pourraient être juste là en virtuel. On prend note, mais au courant de tes différents engagements, soit à la FECUM, à la SNB, tu as eu la chance de travailler avec un gouvernement libéral, le gouvernement de Brian Gallant, et avec un gouvernement conservateur, le gouvernement de Blaine Higgs. C'est quoi les différences et les similarités entre au niveau du lobbying quand tu travailles avec des gouvernements différents? Ben, ma comparaison va être un peu difficile à faire parce que avec le gouvernement de Gallant, j'ai travaillé avec la FECUM, fait que c'était beaucoup plus sur l'éducation postsecondaire. Puis avec la SNB, j'ai juste travaillé avec le gouvernement Higgs, qui est la question linguistique, fait que c'est un peu comparer des pommes avec des oranges. Là. Mm-hmm. Mais au niveau de la FECUM, quand on avait le gouvernement de Gallant, on avait heureusement eu les ministres Donald Arsenault et les ministres Roger Mélenchon, qui étaient très accessibles puis qui nous aidaient à avancer les dossiers. Le meilleur exemple, c'est quand on a eu la bourse pour les stages non rémunérés, où mm-hmm. que, dans certains secteurs, on avait pu avoir débouché des bourses pour ces gens-là pour qui payent leur logement, puis ils n'ont pas eu de salaire, évidemment, mais au moins, on avait eu un gros résultat comparé à beaucoup d'autres provinces, puis beaucoup d'autres pays. Fait que, au niveau de la FECUM, avec la relation, le gouvernement Gallant dans le temps, puis leur ministre, c'était excellent. Maintenant, quand je compare avec le gouvernement Higgs, c'est pas que c'est un peu plus... ardu comme travail de lobbying parce que il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont contre les francophones. Il y a une incompréhension. Puis je pense que ça illustre très bien qu'est-ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. T'sais, quelqu'un qui va habiter à Woodstock va pas nécessairement connaître la réalité de quelqu'un qui est à Beresford, par exemple. Mm-hmm. On dit souvent qu'il y a des anglophones qui n'ont jamais traversé le pont de Miramichi, mais je pense que, on dit souvent ça à blague, mais ça veut dire beaucoup de vérité dans le fond. Puis je pense que c'est ça qui est la réalité politique présentement. On a un gouvernement, même M. Higgs, je suis quand même positif par rapport à ça, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui est contre les francophones, malgré que son passé avec le corps peut laisser présager certaines choses. Mais c'est juste que ça rend la tâche difficile. Au lieu d'avoir une discussion tout de suite pour avancer les dossiers, il faut avoir un travail de sensibilisation, d'éducation envers lui et son équipe. Puis, est-ce que la sensibilisation, c'est également un travail pour les lobbyistes? Totalement, parce que des fois, tu peux arriver avec un dossier que tu penses que le premier ministre et le ministre ont été débriefés dessus par leur staff. Mm-hmm. Et des fois, pas la qualité des staffers, mais ça fait en sorte que des fois, la communication entre les staffers, entre tes employés et les employés du ministre ou du premier ministre, se fait pas nécessairement. Donc, c'est
que finalement, ta réunion de 1 heure que tu pensais à vraiment avancer dans le dossier, mais tu passes 1 heure à expliquer le background du dossier. Fait que quand tu arrives à une réunion de lobbying, il faut que tu t'attends à toutes les possibilités. C'est pour ça que c'est important d'arriver très préparé. Mm-hmm. Puis, on voit qu'il y a beaucoup du lobbying qui se fait derrière des portes fermées. Mais il y a aussi une partie de lobbying qui se fait à l'œil du public. Au courant des dernières années, tu t'es un peu bâti une réputation pour être le gars qui fait beaucoup de plaintes, surtout au commissariat des langues officielles. Ces plaintes-là, quel genre de différence ça amène concrètement dans la vie des gens qui sont concernés? Bien, quand on parle du commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, malheureusement, les résultats dans les dernières années n'ont pas été énormes parce que puis ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup parler pendant le processus de révision de la loi, mais son pouvoir est très limité au Nouveau-Brunswick, malheureusement. Quand il soumet des rapports puis des recommandations, la plupart du temps, ça va se ramasser sur une tablette, puis 10 ans après, mais il n'y a personne qui va regarder ça, ça va être plein de poussière. Mais je pense que le meilleur exemple que dernièrement, puis ça m'a beaucoup surpris, c'est la plainte que j'ai faite relativement à Alcool NB qui avait engagé un tierce parti, qui était une compagnie de sécurité, pour faire le service de sécurité. Puis, dans la loi sur les langues officielles, c'est très clair que quand il y a une institution comme Alcool NB qui est assujettie à la loi, qui engage une tierce partie qui offre des services au public, comme la compagnie de sécurité, elle doit s'assurer que cette compagnie-là a des employés dans les 2 langues officielles. Mm-hmm. Puis, le rapport puis le résultat de l'enquête, ça a été que la commissaire a tapé sur les doigts de l'Alcool NB, puis l'Alcool NB a changé le contrat avec la compagnie de sécurité. Puis j'ai été surpris parce que souvent, je rencontre des gens partout dans la province, puis je reçois des messages que depuis ma plainte, effectivement, ils voient qu'il y a plus de gardes de sécurité qui sont bilingues, mais ils voient que que le garde de sécurité ne peut pas parler en anglais, tout de suite, la seconde que la personne va parler en français, le garde de sécurité va aller chercher quelqu'un en français pour communiquer puis respecter les droits des citoyens. Fait que, tu sais, c'est des petits changements de main qui est significatif, mais que je pense que ça rajoute un peu de positif au dossier des langues officielles. Puis, quand on fait une plainte, je donne un exemple, comme la plainte de la nomination de la lieutenant-gouverneur unilingue Brenda Murphy. C'est quoi le but derrière une plainte comme ça? Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Ben, je pense que, on a fait une plainte au commissariat aux langues officielles au fédéral. Il nous a donné raison. Ben, au moins partiellement raison. Mais on est devant les tribunaux sur ce dossier-là parce que c'est un dossier très compliqué. C'est un dossier constitutionnel au niveau pan-canadien. Puis, il faut comprendre que les lieutenants-gouverneurs dans les provinces, c'est eux autres qui ont pas le dernier mot, mais c'est eux autres qui donnent le dernier OK pour qu'une loi soit adoptée. Donc, ils ont un rôle très important. Puis, dans le contexte du Nouveau-Brunswick, où les lois doivent être dans les 2 langues officielles, bien, c'est important que la lieutenant-gouverneur puisse lire et comprendre et communiquer dans les 2 langues officielles. Fait que nous, c'est le processus qu'on s'attaque. On poursuit présentement Justin Trudeau et Julie Payette. Et on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat, mais on pense qu'on a un cas qui est potentiellement un cas de Cour suprême. Donc, on suit les développements. Je ne veux pas aller trop dans les détails parce que c'est devant les tribunaux. Le résultat qui est demandé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nomination d'un lieutenant-gouverneur, surtout au Nouveau-Brunswick, c'est qu'on s'assure que le lieutenant-gouverneur ou la lieutenant-gouverneur puisse comprendre, lire et communiquer dans les 2 langues officielles. Et pour toi qui es dans une position, quand même, une position assez importante à la tête de la SANB, tu as accès à plusieurs moyens, justement, de te faire entendre. Mais à tous les aspirants lobbyistes qui nous écoutent, c'est quoi les meilleurs moyens de se faire entendre au niveau politique? Ben, c'est tout au niveau de la crédibilité. Mm-hmm. La crédibilité d'une personne puis la crédibilité d'une institution, c'est plus facile de la perdre que de la gagner. Donc, juste le fait de faire du travail sérieux, d'embaucher des consultants, faire des documents qui sont très bien réfléchis, qui reflètent très bien la réalité puis qui donnent des solutions
Moi, je suis quelqu'un qui adore les... Tu sais, c'est bien beau de critiquer, mais je suis quelqu'un qui aime les résultats. Puis je pense que quand tu te mets à la peau d'un élu à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick au niveau du Parlement ou même du Sénat, bien, c'est des gens qui aiment avoir des résultats. Ils sont là par service public, puis ils veulent avancer les dossiers. Fait que si tu arrives et que tu critiques juste sans arriver à des solutions, ça va donner à rien. Fait que faut toujours que c'est comme si que... faut toujours donner des solutions, dans le fond. C'est aussi simple que ça, puis c'est du travail sérieux pour gagner la crédibilité. Puis justement, parlant de solutions, on va terminer là-dessus. Dans tes exercices de lobbying en ce moment, premièrement, quels sont les dossiers numéro 1 desquels tu traites? Et deuxièmement, pour finir ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment au niveau des langues officielles? Je pense que c'est clair que plus de 90% de mon temps est consacré à la révision de la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick, puis la modernisation de la loi au fédéral. Et les solutions pour l'Acadie du Nouveau-Brunswick, en ce qui a trait au fédéral, c'est certain que c'est toute la question des redditions de comptes. Donc, quand il y a des transferts fédéraux provinciaux, c'est que l'argent qui est consacré aux francophones va aux francophones. On a trop vu dans les dernières années qu'il y a de l'argent en santé pour les francophones qui est distribué au gouvernement provincial, puis finalement, le gouvernement provincial prend l'argent puis il va paver du chemin. C'est peut-être con à entendre, mais c'est ça qui se passe. Il y a toute la question d'augmenter le pouvoir des commissaires, puis il y a aussi finalement de reconnaître dans la loi sur les langues officielles la spécificité du Nouveau-Brunswick en tant que seule province bilingue. Je n'irai pas dans les détails, mais il y a des endroits dans la loi où est-ce que ça pourrait nous avantager d'avoir des dispositions qui reconnaissent qu'on est la seule province bilingue. Comme ça, on se... Pas qu'on est contre les autres minorités dans les autres provinces, mais c'est juste qu'on a notre réalité qui doit être reconnue. Au niveau du Nouveau-Brunswick, on pourrait parler dans des heures puis des heures, mais je pense que au niveau... On a vu pendant la pandémie, par exemple, que le premier ministre, qui parlait au nom de l'institution du gouvernement, dans les conférences de presse, mais il se pointait à chaque jour puis il parlait en anglais. Puis il y avait traduction simultanée. C'est très clair quand tu regardes la loi sur les langues officielles, puis même les jurisprudences, que tu peux pas utiliser la traduction simultanée pour comme béquille pour offrir la communication dans les deux langues officielles. Il faut vraiment avoir une communication fluide. Puis je pense que c'est au niveau de des dispositions, mais il y a des petites choses de même qui peuvent être changées pour que la mise en œuvre peut être plus facile, être plus facilement interprétable. Malgré que, d'après moi, c'est très clair, mais je pense que des fois, on peut clarifier les choses. Au niveau de l'immigration francophone, je pense que quand on parle de l'égalité réelle au niveau des langues officielles, c'est quelque chose qui est très important. Avoir de l'immigration 50%. Présentement, les cibles sont à 33%. C'est pas assez, mais au moins, on essaie de viser la réalité démographique du Nouveau-Brunswick. Après ça, il y aura toujours la question du comité permanent sur les langues officielles qui assurerait au moins un minimum de suivi des rapports de la commissaire aux langues officielles. Comme je dis, on peut continuer des heures, mais je pense que si j'avais une autre chose au moins, un autre élément à avancer, c'est toute la question de la langue de travail des fonctionnaires au Nouveau-Brunswick. On a vu dans les dernières années qu'il y a une désintégration totale du français dans la fonction publique. Il y a les fonctionnaires travaillent de moins en moins en français. Puis ça a une conséquence assez... pas systémique, mais c'est une conséquence assez grave pour la fonction publique. Donc, on sait que ce sera un des chevals de bataille qu'on va entreprendre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour s'assurer qu'il y a des nouvelles dispositions. Puis quand on parle de solutions, mais je pense qu'il faut s'attarder, oui, au processus de révision puis de modernisation, mais il faut s'assurer aussi qu'il y a une volonté politique de mettre en œuvre ces dispositions-là. Parce qu'on pourrait avoir les meilleurs libellés de lois au monde, les meilleures dispositions au monde, mais si qu'il n'y a pas une mise en œuvre de ça, mais ça sert pratiquement à rien. Parce que nous autres, on veut avoir du changement. On veut que les citoyennes et les citoyens, surtout les Acadiens et les Acadiennes, voient un changement sur le terrain, puis voient que leur langue et leur culture vont perdurer dans le temps. Donc, je pense que ça sera dans les prochaines semaines, ça va être vraiment en deux temps. C'est s'assurer que le processus
ont lieu, il y a des projets de loi qui sont déposés, puis après ça, ce serait la mise en œuvre. Eh bien, voilà, il est président de la SANB et surtout lobbyiste. Merci beaucoup, Alexandre Cédric Doucette. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Sur le bout de la langue, un balado produit en partenariat avec la SANB et le Kodiak 93.5. Si vous avez aimé, eh bien, partagez et n'hésitez pas à consulter les autres épisodes. Je m'appelle Pierre Duguay-Boudreau et on se retrouve prochainement pour un autre épisode de Sur le bout de la langue.